А там люди есть? Да, поднимай наш состав. Поднимаю, начальника поднял. Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Pripyat apparaît dans les années 70. Elle est considérée comme l'une de ces villes modèles de l'architecture soviétique, toujours développée d'une façon rationnelle. Pour 49 360 habitants, on y trouve des habitations de bonne qualité, un nombre adéquat de crèches et de jardins d'enfants, d'écoles, mais aussi de lieux de culture. On y trouve 2 écoles secondaires fréquentées par plus de 2000 élèves. 4 groupes combinés d'institutions enfantines pour 1200 enfants. Une école de musique, des cinémas, des cafés, des magasins. Les premières tranches d'un hôpital et d'une polyclinique ont été ouvertes. Un palais de la culture et un centre commercial sont aussi en cours d'aménagement. Un jardin public, des installations sportives, des théâtres et un parc d'attractions doit être inauguré d'ici 4 jours, en cette belle année de 1986. À l'origine, Pripyat fut érigée afin d'héberger les employés d'une centrale nucléaire à 3 km de là. Construite en même temps que la ville nouvelle, la centrale Vladimir Ilitch Lénine de Tchernobyl, fierté de l'URSS pour sa productivité en énergie. La centrale elle-même fournit 10% de l'électricité en Ukraine grâce à ses 4 réacteurs, des modèles RBMK 1000 d'une puissance électrique de 1000 MW chacun. Elle ne dispose pas des équipements de sécurité intégrés comme dans la plupart des centrales occidentales, par exemple la double coque de protection. Son premier réacteur est mis en service en 1977, tandis que les derniers numéros 3 et 4 sont lancés respectivement en 1981 et 1983. Chaque réacteur a un test de sécurité à passer. Cela fait 3 ans que celui du numéro 4 est reporté depuis sa mise en service. Les énergéticiens ont démontré depuis longtemps que la grève des centrales atomiques dans la nature est celle qui perturbe le moins l'environnement. Les installations de purification dont elles sont dotées et les mesures de protection prises lors de la construction excluent toute pollution. La centrale, par exemple, prélève l'eau du fleuve et l'utilise en circuit fermé. Elle n'est pas construite sur des terres arables, mais sur des berges sablonneuses. En aucun cas, on ne construit des installations industrielles sur des terres propres à la culture. Le 25 avril au matin, sous les ordres du contremaître Anatoly Dyatlov, un test du réacteur 4 est planifié à l'occasion d'une maintenance courante de l'alimentation électrique de secours. Ce test consiste à couper l'alimentation de la turbine afin de vérifier si celle-ci conserverait la puissance suffisante pour démarrer les pompes à eau qui refroidissent le cœur du réacteur. À 14h, l'alarme du système de refroidissement du réacteur est débranchée, au mépris des principes élémentaires de sécurité. La puissance du réacteur 4 est réduite comme prévu de 1000 à 700 MW. Le 26 avril à minuit 5, la puissance est atteinte. Mais contrairement aux conditions de 700 MW prévues par le test, la puissance continue de baisser. Что происходит? Мы же не должны опускаться ниже нормы до 700 мегаватт. Это же небезопасно. Что ему скажу? Я ему сам скажу. Не надо мне ничего говорить. Я все знаю сам. Думать не твоя работа. Здесь я принимаю решение. Делай, что тебе говорят.
Это набрал таких наглых карасей. Анатолий Степанович, мы и так... À minuit 28, l'erreur d'un opérateur fait chuter la puissance du réacteur à 30 MW. LHC disabled, global control activated. Un poison se forme alors dans le cœur du réacteur, le Xénon 135. What did you do? I did what you said, I switched. Look at it! Qui perturbe le processus de fission nucléaire. Le test du réacteur 4 se poursuit alors que le cœur est empoisonné et le rend instable. Продолжайте испытания. Peu après le début des essais, la puissance du réacteur commence à augmenter lentement, mais les pompes de refroidissement sont comme à l'arrêt. La température augmente, le cœur surchauffe. À 1h23 minutes 40 secondes, le chef de car appuie sur le bouton AZ5 qui commande l'insertion dans le cœur de toutes les barres de commande et barres d'arrêt d'urgence. Au bout de quelques secondes, des secousses se font sentir. Les barres absorbantes sont stoppées sans avoir atteint le fond du réacteur et ne fait qu'augmenter la réaction. L'hydrogène que crée cette surchauffe provoque de petites explosions qui éjectent les barres de contrôle du réacteur. La puissance du réacteur augmente à toute vitesse à plus de 33 000 MW. À 1h23 minutes 45 secondes, la pression accumulée ne peut plus être contenue. Le couvercle est éjecté, l'oxygène s'y engouffre, se combine avec l'hydrogène et surchauffe le graphite, se transformant en une véritable bombe. Le réacteur est à nu. Un épais nuage radioactif s'élève alors à plus de 1 km au-dessus de la centrale. Le cœur est en feu. Алло, Иванка, значит, вы выезжаете в Припять? Алло, да, я слышу. Да, вы выезжаете. Танки 4-й блок горит крестом. Les premiers pompiers arrivent dans les 10 minutes, vite rejoints par des renforts accourus des villes voisines. Plusieurs heures durant, ils vont évoluer dans un milieu hautement radioactif, dont les effets ne se font pas sentir sur le coup. Vers 5 heures du matin, l'incendie principal est maîtrisé. Dans les jours qui suivent, une trentaine de ces pompiers meurent de leur brûlure et de leur exposition au rayonnement intense. La grande quantité de graphite qui se trouve dans le cœur alimente pendant une semaine les flammes. À Pripyat, la population assiste à l'accident, un spectacle nocturne et mortel, sans se soucier du danger. Ce matin-là, ma mère m'a réveillé. C'était un samedi et j'avais 9 ans. J'ai tout de suite compris que quelque chose s'était passé. Quand elle m'a expliqué que ma sœur aînée, Dina, n'allait pas à sa compétition de sport. Ne sachant quoi faire, ma mère nous a envoyés à l'école. À 9h, 2 femmes sont entrées dans la salle de classe et nous ont distribué, à chacun, 2 petits comprimés d'iode. Des unités militaires sont envoyées sur place pour des relevés de la radioactivité. Les compteurs GGR s'affolent. La panique gagne ses habitants. La ville est enfin évacuée le 27 avril, soit 30 heures après l'explosion dans la précipitation. Un gigantesque convoi de l'armée soviétique, long de 20 km, composé de blindés et d'autocars, est mobilisé afin d'accélérer l'évacuation.
Il est ordonné de ne rien emporter, en assurant un retour sous 3 jours. Возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. Le cœur du réacteur est toujours en fusion. Pour étouffer la réaction, des hélicoptères larguent à la chaîne, dans le gouffre qu'a créé l'explosion, 5000 tonnes de sable, d'argile, de plomb, de bore, de borax et de dolomite, un mélange qui permet en théorie de stopper la réaction nucléaire et d'étouffer l'incendie du graphite afin de limiter les rejets radioactifs. Mais le pire est à venir. L'uranium mêlé au graphite en fusion traverse les différents sous-sols de la centrale, menaçant de toucher les étages inondés par l'eau qui a permis l'extinction des flammes. Pour éviter une deuxième explosion encore plus dévastatrice, 3 ingénieurs, en tenue de plongeurs, sont engagés dans la zone immergée pour ouvrir les valves et évacuer l'eau radioactive. L'opération est un succès. Pour refroidir et stopper une bonne fois pour toutes le cœur en fusion et éviter la contamination des nappes phréatiques, des mineurs creusent un remarquable tunnel sous la centrale et injectent du béton mêlé à du plomb, accompagné d'un serpentin de refroidissement à l'azote, installé pour refroidir la dalle de béton du réacteur. La menace souterraine est enfin neutralisée. Au même moment, des centaines de milliers d'hommes, souvent des appelés, participent aux opérations de décontamination sans obligatoirement être informés des risques auxquels ils vont faire face. On les surnomme liquidateurs. Pour certaines interventions dans les premiers temps, les mesures de protection se limitent à un simple mouchoir sur le nez et la bouche, ainsi qu'une tenue biohazard faite pour du bactérien, non des radiations. Ils ont la tâche de nettoyer avec du savon et de l'eau les particules radioactives, d'autres de détruire les récoltes contaminées, et pire, d'abattre tous les animaux de compagnie errants. Ces opérations de liquidation dureront 6 mois. La guerre contre la radioactivité n'est cependant pas terminée. Le toit de la centrale est jonché de morceaux de graphite projetés lors de l'explosion. Le site est hautement radioactif. On emploie alors des rovers télécommandés, normalement réservés pour le programme spatial soviétique. Mais les radiations ont raison des circuits électroniques. Les engins sont immobilisés. Ce nettoyage ne pouvant être accompli par les robots, on fait monter des hommes, qu'on surnomme tristement les biorobots. Après être grimpés par une échelle, ils courent sur le toit pendant quelques minutes ou moins, enlevant seulement quelques pelles de déchets graphite avant qu'une nouvelle équipe ne prenne son tour. Contre les radiations, quelques morceaux de plomb accrochés avec des ficelles sont disposés sur leurs uniformes pour un semblant de protection. Après l'extinction de l'incendie et les premières opérations de nettoyage, la tâche la plus urgente devint celle du confinement des ruines radioactives. On entreprend la construction de ce qui deviendra le sarcophage de plomb de Tchernobyl. Autour de la zone, les niveaux de radioactivité interdisant la présence prolongée d'individus, la seule solution est le nombre d'intervenants pour se relayer. Quant aux engins employés dans la lutte contre les radiations, ils ne rentreront pas à la base. Ils sont alors rassemblés en un gigantesque cimetière de véhicules qui s'étale à perte de vue.
Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement? Les explications de Brigitte Simonetta. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie. 30 avril, dépêche de l'AFP, Monaco détecte le nuage. Dans notre journal de 20h, le directeur adjoint du service de protection, le SCPRI, n'est pas inquiet. On pourra certainement détecter dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque. Monsieur Pellerin, vous avez une conception de l'information qui est totalement différente de la mienne. Moi, je pense personnellement qu'on ne panique jamais les gens à leur dire la vérité et à leur expliquer exactement, même en disant que c'est une désintegration par seconde, des choses comme ça, en leur expliquant exactement. Nous l'avons Si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, votre crédibilité sera morte et celle de vos techniciens. Ce qui est plus grave. Immédiatement après le générique du journal télévisé soviétique, il y a 1 heure, c'est M. Gorbatchev qui est apparu en personne pour faire le bilan de l'accident nucléaire de Tchernobyl. Ce bilan, vous l'avez dit, 9 morts, 299 blessés souffrant, dit M. Gorbatchev, d'irradiation plus ou moins grave. M. Gorbatchev ne mâche pas ses mots, il parle d'emblée du malheur qui frappe le peuple soviétique. Il dit malheur, mais à voir la solennité de son visage, on comprend qu'il s'agit plutôt d'une catastrophe et tous les soviétiques qui n'étaient pas encore pleinement sensibilisés à la gravité du fait, maintenant, ce soir, ils doivent l'être. Il changeait. Chaque jour, je rencontrais un être différent. Les brûlures remontaient à la surface, dans la bouche, sur la langue, les joues. D'abord, ce ne furent que de petits chancres, puis ils s'élargirent. La muqueuse se décollait par couches, en pellicule blanche. La couleur du visage, la couleur du corps, bleu, rouge, gris-brun. Et tout cela m'appartient. Et tout cela est tellement aimé. On ne peut pas le raconter. On ne peut pas l'écrire. Гарной какой-то части, причем части трагической, во многом запутанной и непонятной. Но произошли такие события такого масштаба и такого участия людей против чьих интересов, и столько здесь различных толкований. Что произошло, как произошло. Ils furent des centaines de milliers à participer à ces opérations. Pompiers, liquidateurs, mineurs, ingénieurs. Aujourd'hui, le réacteur 4 est recouvert par un sarcophage en acier de 110 mètres de haut, inauguré en 2017. L'ex-Union soviétique ne reconnaît officiellement qu'une trentaine de morts chez les opérateurs et pompiers tués par des radiations aiguës juste après l'explosion. Un rapport de l'ONU publié en 2005 évoque jusqu'à 4000 décès avérés ou à venir dans les 3 pays les plus touchés. Un an plus tard, l'ONG Greenpeace a évalué à 100 000 le nombre de décès provoqués par la catastrophe. 30 ans après le drame, les environs de la centrale sont encore habités par certaines personnes ayant refusé d'être évacuées. Et d'autres, comme Pripyat, sont restés figés dans le temps, inhabités. Conséquence paradoxale de cette désertion, la zone de Tchernobyl s'est transformée en réserve naturelle inédite, où de nombreuses espèces d'animaux
ont repris leurs droits.